Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Vous le reconnaîtrez sans doute sur ces images. Maître Oumar Diallo est décédé au palais de justice de Dakar suite à un malaise. Il a plaidé des dossiers dans la matinée à la salle 3 du tribunal. Le couvre-feu, nous en reparlons puisqu'il s'agit d'une pilule encore difficile à avaler pour bien des Sénégalais. Malgré la mesure, la courbe de contamination ne cesse d'accroître. Des citoyens interrogés soutiennent qu'il est temps pour le gouvernement de changer de stratégie. Près de 300 familles présentement sans toit. Leurs maisons ont été détruites par la DSCOS. Une opération d'envergure qui n'est rien comparée à la désolation de ces familles. Vous entendrez dans ce journal le porte-parole des victimes de démolition à Mour 4 Extension à Thiès. La deuxième partie de cette édition sera consacrée aux actualités des sports présentées par Pape Malik Joe. Et nous sommes lundi 25 janvier. Bienvenue dans ce 1945. Ce matin, il a plaidé une affaire au palais de justice de Dakar à la salle 3. Juste après, Maître Oumar Diallo a eu un malaise et il est décédé au cours de son évacuation à l'hôpital. Un choc pour ses collègues avec qui il a passé la matinée et ITV a joint un de ses camarades de promotion, Maître Bamba Sissé, son témoignage recueilli au téléphone par Aliou Diouf. En fait, Oumar est un camarade de promotion à nous parce que nous sommes arrivés au barreau le 20 décembre 2002 et avons prêté serment le 2 mai 2003 sous la direction du grand bâtonnier Eli Ousmane Sarr avec les Aliou Sow, Diana Batal, Abdourahmane Sow, etc. Je sais que Oumar fut un très grand avocat, courtois, très pondéré, un avocat avec un style assez rare, quelqu'un de très racé, qui savait s'imposer devant le prétoire et qui savait choisir ses mots, les placer dans ce qu'il fallait pour avoir le résultat escompté. Oumar était un homme d'une grande dignité et un avocat pieux. Ce que je retiens le plus de lui, c'est d'ailleurs sa piété. Un homme très vertueux. Et donc, nous l'avons perdu aujourd'hui dans des conditions qui sont terribles et je prie Allah qu'il l'accueille à son paradis. Non, pas à notre connaissance. Pas à notre connaissance, parce que moi, j'étais à mon cabinet et nous avons été informés de son décès un peu plus tard parce qu'il souffrait d'un malaise qu'il a malheureusement emporté. Mais nous n'avons pas connaissance d'une maladie dont il souffrait. Mais je sais qu'il était très bien portant et d'ailleurs les confrères qui étaient là dans la salle d'audience ont pu attester qu'il a bien plaidé son dossier et c'est au sortir de l'audience qu'il s'est tout à coup effondré. Et malheureusement, ce fut fatal pour lui. Après qu'il a été emporté par les sapeurs, il a rendu. Et hier, la presse sénégalaise a perdu un monument. Jean-Maïssa Diop, journaliste et formateur au CESTI. La levée du corps est prévue demain, suivie de l'enterrement à Ndiagagna, son village natal. Mamadou Ndiaye a fait le CESTI avec Jean-Maïssa Diop. Il s'agit, oui, du directeur du site Emedia SN. On l'écoute. Cette nouvelle qui nous a tous tétanisés hier, dimanche. Et les souvenirs se télescopent dans les mémoires. Particulièrement chez moi, parce que je suis un vieux compagnon de Jean. Nous avons fait les lycées, nous avons fait l'université, nous avons fait le CESTI, où nous sommes sortis appartenant à la promotion de 1985, la promotion de Doudou Gueye. Mais très tôt, quand Jean a intégré le CESTI, il s'est distingué justement par son amour des belles lettres. Aujourd'hui, les jeunes générations diraient les belles lignes. Mais Jean était curieux, ce qui est normal parce que c'est un journaliste. Jean était un excellent élève et il fut même meilleur élève du lycée. Ça vous rappelle quelque chose? Il aurait pu faire de très hautes études à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm en France ou bien à Saint-Claude. Mais il avait préféré le journalisme. Peut-être aussi, c'était une question d'ambition chez lui. Il pensait que par le journalisme, il pouvait arriver à ses desseins, qui consistaient à influencer les grandes orientations dans un pays, surtout dans un pays développé, en développement comme le Sénégal. Quand nous étions à l'école, peut-être il était le dernier à déposer son papier souvent. Mais jusqu'au dernier moment, il voulait s'assurer qu'il n'y a pas quelque part une petite délicatesse qui pourrait peut-être lui valoir les reproches, les critiques du professeur ou peut-être du moniteur. Donc, Jean cultivait la rigueur jusqu'à sa plus expression achevée.
Et le coronavirus a fait aujourd'hui 7 morts. Le ministère de la Santé fait aussi état de 266 nouvelles contaminations sur un total de 2099 tests réalisés. 205 patients ont été déclarés guéris et 51 sont toujours dans un état grave. C'est un constat. Le taux de contamination quotidien est de plus en plus inquiétant, malgré le couvre-feu décrété à Dakar et à Thiès pour justement affaiblir la chaîne de contamination. Le virus se montre encore plus virulent. En conséquence, les doutes et les suspicions ont fini par gagner l'opinion publique et ils sont nombreux, ces Sénégalais, qui pensent que le ministère de la Santé ne donne pas les bons chiffres. Boubacar Dieng avec Seydina Mbaye. Des eaux usées d'une odeur nauséabonde, les habitants de la rue 29, angle 24 de la Médina ont du mal à respirer. Ce boulanger respecte les gestes barrières. Tout de même, il trouve que l'État a failli dans sa communication. Résultat, le couvre-feu ne réussit pas à atténuer le choc. 8h, 9h. Nous vivons toujours sous couvre-feu, mais il y a une flambée des cas. Je pense que c'est dû à la mauvaise communication du gouvernement. C'est à cause de cela qu'il y a de plus en plus de cas. Parce que manque de communication, 226 cas positifs, dont 153 issus de la transmission communautaire. Le bilan du jour, un bilan qui confirme l'opinion de ce cordonnier sur le couvre-feu. Les Sénégalais circulent le matin, donc à quoi bon de faire un couvre-feu la nuit? Les lieux de commerce sont bondés de monde et il y a encore la tenue des daïras, donc ils doivent revoir cette mesure. Au coin de la rue, Mamadou Niang discute avec deux amis devant son atelier. Pour lui, quoi qu'il en soit, il faut respecter les gestes barrières. Les cas grimpent, c'est pourquoi il faut respecter les mesures barrières. Tout le monde souffre à cause de cette maladie. Les seuls points positifs que ces populations trouvent au couvre-feu, l'interdiction des rassemblements et la baisse du banditisme. Merci Boubacar Jean. Toujours dans le secteur de la santé, le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal est contre la délocalisation de la direction de la pharmacie nationale, DPM, à la place de l'indépendance. C'est le site de la grande pharmacie dakaroise qui risque d'être réquisitionné et ces agents de la santé dénoncent une violation des textes qui régissent la profession pharmaceutique. Abouté Dissao avec Barassao pour le compte-rendu de leur conférence de presse ce matin. Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal s'oppose à la décision de la hiérarchie d'installer la pharmacie nation sur le site de la grande pharmacie dakaroise à la place de l'indépendance. Dr Hassan Diop et ses camarades dénoncent une violation des textes et pointent du doigt la direction de la pharmacie et du médicament ainsi que l'IPRES. Dénoncer une violation manifeste et flagrante des textes qui régissent la profession pharmaceutique par l'autorité chargée de la régulation du secteur, qui est la direction de la pharmacie et du médicament. Mais également une violation flagrante et manifeste des dispositions de l'acte uniforme OHADA applicable au bail commercial et au fonds de commerce. Et cette fois-ci par l'IPRES, le bailleur de Mme Boch. Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal précise qu'il n'est pas question d'accepter qu'un bailleur, quel qu'il soit, puisse s'arroger le droit de sortir un pharmacien pour en installer un autre. Par ailleurs, le docteur Diop s'est prononcé sur la question des vaccins contre le coronavirus. Selon lui, le Sénégal est bien outillé pour la conservation jusqu'à une température inférieure à 20 degrés et les Sénégalais gagneraient à se vacciner contre ce virus. Mais pour ce vaccin qui doit être conservé à moins 70 ou à moins 80, effectivement, il va se poser un problème logistique parce que les pharmaciens d'officine aujourd'hui n'ont pas les moyens. J'invite tout le monde à se faire vacciner et rassurer aussi que le Sénégal, ce n'est pas la première fois qu'on parle de vaccins. On a un programme de vaccination, les pharmacies, vous avez toujours des vaccins de qualité qui a permis d'éradiquer plusieurs maladies. Les commentaires s'enchaînent. Quant au litige opposant le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal à la hiérarchie, le tribunal du commerce se penche déjà sur la question. Vous rapprochez de Maramba.
C'est l'un des titres de ce lundi. Près de 300 maisons démolies, autant de familles qui se retrouvent sans toit. Vous avez suivi ces événements qui se sont produits au quartier Mbour 4 Extension de Thiès ce week-end. Sur e-Radio, ce lundi, le porte-parole de ces familles victimes de démolition a exprimé un désarroi immense. Mbaïdia est avec Aliou Diouf. Sans sommation, donc sans arrêté, sans ordonnance venant du juge. Donc nous sommes réveillés et on a vu des maisons construites à coups de millions, donc tomber à l'eau pratiquement en moins de 4 heures de temps. Donc vraiment nous avons... Donc vous n'aviez pas reçu de... Il n'y a aucune sommation. Donc il y avait un arrêt d'escos qui datait de 2017. Donc qu'on mettait sur les murs, donc ils écrivaient sur les murs, mais il n'y avait pas officiellement de sommation. Donc pour les populations. Donc ma personne a reçu des sommations. Donc on n'a pas été informé de l'activité, de l'acte consistant à démolir les maisons. Nous sommes réveillés en un jour, on est venu et on a trouvé les gens sur place en train de démolir. Nous sommes en train de faire le décompte parce que tellement les dégâts sont lourds, tellement les familles impactées sont nombreuses. Donc nous sommes en train de collecter les informations. Donc, mais c'est plus d'une centaine de maisons qui ont été démolies. Ensuite, ce qui est grave, c'est qu'on utilise une partie très convoitée, la partie pour aller à l'aéroport, en face de la route nationale, de Mbour. C'est la partie la plus convoitée, c'est la partie la plus démolie. Un juriste consultant en droit foncier déclare que ces démolitions sont tout simplement inacceptables. Rosner Ludovic Ali soutient se dit favorable à des sanctions contre les promoteurs immobiliers. Le voici. L'État a une autre loi, domaine national, code du domaine de l'État, etc., qui veut que personne n'habite sur un terrain s'il n'a pas un papier qui porte au moins la signature de l'État. Bon. Mais cette loi n'est pas totalement appliquée. Ce qui s'applique, c'est la commune. Et c'est comme ça que les gens vivent depuis longtemps, de Dakar à Ziguinchor, de Saint-Louis à Matam, c'est comme ça que les gens font. Et c'est resté impuni. Donc pourquoi voulez-vous vous lever un jour pour appliquer la loi alors que vous avez été passif pendant toutes ces années-là? Et pourquoi, pour le cas de Mbour 4, se précipiter pour casser des maisons? Il est vrai que le lotissement dans une forêt classée est illégal. On ne peut pas habiter dans une forêt classée tant que la forêt est classée, même s'il n'y a pas d'arbres. Mais le chef de l'État avait promis de régulariser, parce que c'est la seule solution. Vous pouvez dire, à partir d'aujourd'hui, je vais sanctionner toute personne qui fait autre chose. Ça, c'est pour l'avenir. Mais ce qui s'est passé, vous n'avez rien dit jusqu'à ce que les gens sont établis, on fait des enfants dans ces maisons-là. Mais vous ne pouvez que régulariser. Vous ne pouvez pas mettre des gens dehors dans un contexte de Covid-19. Mais est-ce que la DESCOS et la gendarmerie n'étaient pas au courant que le président a fait cette promesse-là? Il est vrai que la promesse n'est pas une loi, ce n'est pas un décret. Mais, quand même, il faut qu'on nous éclaire. Est-ce que le président est revenu sur sa décision ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Le même sujet également commenté par le directeur de la compagnie générale immobilière du Sahel. Abdoukhafor Touré interpelle le chef de l'État Macky Sall qui avait pourtant promis à ses familles de leur céder ses terres et sur sa gestion foncière des 30 hectares de l'aéroport de Yoff. Abdoukhafor Touré jure par la transparence. Il était l'invité de Migui Maram Ndiaye dans Tok Tok Sénégal de ce lundi. La démolition des constructions à Mbour 4 Extension continue d'alimenter les débats. Des opérations qui ont poussé des centaines de familles à dormir à la belle étoile. Mais pour le directeur de la compagnie immobilière du Sahel, il faut traquer les bandits à col blanc. Il faut préciser que l'engagement du président de la République de régularisation des 60 hectares a été respecté. Seulement dans le processus, il y a des promoteurs véreux, des personnes qui ont fait de lotissement supplémentaire sur 38 hectares qu'ils ont vendus à des populations. Et ce sont ces 38 hectares qui font l'objet de démolition. Les constructions après plusieurs sommations de la DESCOS. Donc je pense qu'il y a une enquête qui doit être menée pour arrêter les personnes responsables de ces ventes sur ces assiettes qui ne sont pas destinées à la vente, qui n'ont respecté aucune procédure. Cette situation constatée à Mbour 4 Extension sera évitée sur l'assiette foncière située à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, rassure Abdoukhafor Touré. 30 hectares
vendue à la CDC par l'État du Sénégal à 60 milliards. Il y a une expérimentation par la cession de l'assiette de l'aéroport de 30 hectares au profit de cession à titre onéreux pour une valorisation de cet espace-là. On essaie d'introduire dans des principes d'équité, de transparence pour permettre aux Sénégalais de disposer, qui ont les moyens de disposer de ces terrains. Et je pense aujourd'hui, le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, avait déjà précisé à l'issue du Conseil des ministres que la cession des 30 hectares par l'État du Sénégal tournerait aux alentours de 60 milliards. La transparence dans ce dossier, le président Macky Sall avait beaucoup insisté là-dessus. Abdou Khafor Touré donne des garanties. Nous assurons les Sénégalais que ce sera une opération immobilière et commerciale classique. Dans la transparence totale, il y a une plateforme de gestion de l'assiette qui sera mise en ligne dans le courant du mois de février et qui permettra aux Sénégalais qui le souhaitent d'avoir toutes les informations requises en termes de disponibilité de l'assiette et sur le processus de vente. Pour valoriser ces 30 hectares, la Caisse de dépôt et consignation prévoit des constructions de haut standing. Mais pour le moment, le prix du mètre carré n'a pas été révélé. Merci Migui Maram Ndiaye. Les travaux de réfection de la mosquée omarienne ont officiellement démarré aujourd'hui. Ce 25 janvier coïncide d'ailleurs avec la commémoration du rappel à Dieu de Thierno Seydou Nourou Tall. Cela fait 40 ans et le projet est estimé à 7 milliards de francs CFA. Les précisions du directeur du projet en question, Mamadou Dia, des précisions recueillies par notre reporter Mohamed Ndiaye. La démolition de l'ancienne mosquée qui était devenue fragile, qui n'avait plus de sécurité. Il fallait donc la remplacer par une nouvelle mosquée. Les études ont démarré, le design a été fait et aujourd'hui donc on a commencé à faire tomber quelques pans de murs et ça va continuer. Et la deuxième phase, on va faire des études de sol. Il faut dire que cette mosquée, elle va riper sur la droite, elle va aussi prendre une partie du stade Iba Mar Diop parce que par la bienveillance du chef de l'État, on nous a octroyé 3000 m² à l'intérieur. Et ceci nous permettra d'agrandir la mosquée, de recevoir beaucoup plus de fidèles encore. Ces travaux sont prévus à peu près pour 15 à 18 mois. Et donc nous suivons ces travaux avec leur habitat, avec les gens de Ahbab, de Cheikh Omar Fouti, qui sont les associations phares qui conduisent l'ensemble du projet sur le site. L'information est désormais officielle, donc confirmée. Diary Sow a été retrouvé sain et sauve à Bruxelles, selon un communiqué des autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en France. Et selon notre correspondant permanent, pour le moment, Diary Sow n'aurait pas envie de reprendre les cours. Voici donc le récit de Abdoulatif Diop. De nouveaux éléments viennent de surgir dans l'affaire Diary Sow. L'étudiante est bien rentrée à Paris et elle est entre les mains des autorités consulaires du Sénégal. Présentement, elle est avec son parrain Serigne Mbaye Thiam, terré quelque part dans un hôtel de Paris. L'arrivée de Serigne Mbaye Thiam à Paris a coïncidé avec le dénouement de cette affaire qui a défrayé la chronique depuis le début du mois de janvier. Diary Sow a été retrouvée à Bruxelles, en Belgique, au courant de ce week-end, selon des sources officielles. Ces mêmes sources nous révèlent que l'étudiante sénégalaise a été victime d'un surmenage qui l'a incité à vouloir prendre un répit salutaire selon ses propres termes. Sa maman n'a pas finalement fait le déplacement à Paris, mais les autorités sont en train de lui trouver un psychologue pour lui permettre de revenir et reprendre très vite ses études. Abdoulatif Diop, Paris, iRadio. Et le reste de l'actualité consacrée à cet atelier de formation sur le langage des signes, c'est à l'initiative de l'Association nationale des personnes vivant avec un handicap. L'objectif est de faciliter la communication avec les sourds muets. Mamadou Lamine Fati, compte rendu. L'apprentissage de la langue des signes au cœur d'un atelier de l'Association nationale des personnes vivant avec un handicap. Dans notre comité qui regroupe les femmes handicapées, nous avons des femmes handicapées, tout handicap confondu. Donc les sourds muettes,
sont vraiment partie prenante. Donc nous avons besoin de nous renforcer par rapport à la langue des signes pour nous permettre de communiquer avec nos sœurs sourdes. Accompagner les sourds à travers le langage des signes pour faciliter leur inclusion, c'est le but de cette formation. Ces langages de signes nous permettent de communiquer, de faire passer notre message par rapport à nos sœurs sourdes. Et c'est très important. Communication sur tous les plans, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation. Et c'est extrêmement important. Parce que quand une personne est vraiment ne peut pas communiquer et exclu par rapport à la communication, moi je me dis que c'est tous des droits qui sont bafoués. Les parents des personnes sourdes doivent jouer un rôle important avec le langage des signes pour faciliter l'intégration de leurs enfants dans la société. C'est du moins l'avis de la présidente des femmes de l'Association nationale des personnes vivant avec un handicap. Il faut dire que la famille est la cellule de base. L'éducation, tout commence par la famille. Donc je crois que c'est très important que ces familles-là puissent être aussi formées, puissent être assez informées sur les droits des personnes handicapées en général, mais surtout des personnes sourdes, des femmes sourdes. Faciliter l'inclusion des personnes sourdes à travers le langage des signes, en impliquant les parents et les personnes handicapées. C'est l'objectif de l'Association nationale des personnes vivant avec un handicap pour faciliter la communication avec les sourds. La page des sports de ce lundi présentée par Pape Malik Diaw. Bonsoir Pape Malik et bienvenue. Bonsoir Aramane. Nous démarrons avec le football local. 17 buts marqués en Ligue 1 et 12 en Ligue 2. Tout à fait, 17 buts. Il faut dire que les amateurs ont été servis ce week-end et les filets ont tremblé des 17 buts donc départagés en cette rencontre. Bien sûr, vous noterez par là la victoire de Djambar face à Dakar Sacré-Cœur 2-1, NGP qui tombe à domicile face à Niambour en 8-0. La surprise de la journée reste la défaite de Djaraf face à l'AS Douane 4-1. Mour Petite Côte qui tombe aussi face à Teungueth FC en 8-0. Casa Sport pour sa première victoire de la saison et sa première au stade Aline Sitoé Diatta qui bat donc Stade de Mbour 3-0. L'AS Pikine qui retourne tout simplement cette rencontre après avoir été menée dès l'entame de la seconde période. Eh bien, ils ont complètement renversé la situation en gagnant 3-1 face à Génération Foot. Et c'est Excellence qui décroche aussi sa toute première victoire de la saison après sa victoire face à un concurrent direct, à savoir l'US Gorée 2-1. Et au niveau du classement, pratiquement rien n'a changé avec toujours Djambar qui reste leader avec ses 10 points. L'AS Pikine et Teungueth FC suivent. Notez que seul Djambar, Teungueth FC, Niambour et Casa Sport restent invaincus dans ce championnat. Au niveau du milieu de tableau, on a des équipes comme Cneps Excellence d'ailleurs qui a décroché sa première victoire, Stade de Mbour ou encore Dakar Sacré-Cœur et pour le moment sont relégables Niary Tally et US Gorée. En Ligue 2, notez qu'il y a eu 12 buts pour cette quatrième journée. Notez tout simplement que Thiès FC, pour la dernière rencontre de cette quatrième journée, a battu, ou bien Thiès FC est tombé face à Linguère de Saint-Louis en 8-0. C'était au stade Lat Dior de Thiès tout à l'heure. Mais avant cela, pour ce week-end, US Sport a aussi décroché sa première victoire de la saison face à Renaissance en 8-0. Keur Madior qui tombe face à Sonacos en 2-0 entre US Ouakam et Amitié FC. Même résultat des Diop FC qui est allé s'imposer face à Africa Promo Foot 2-0. Et Duc qui bat Jamono Fatick 2-1 et même score entre EJ Fatick qui domine Guédiawaye FC. Au niveau du classement, notez un petit peu ce changement puisque désormais c'est la Linguère qui est leader avec ses 10 points puisqu'ils ont battu tout à l'heure Thiès FC en 8-0. Donc EJ Fatick va bien évidemment suivre avec 8 points et US Ouakam pour la troisième marche du podium. Au niveau du milieu de tableau, pas de changement. Amitié FC, Guédiawaye FC et Thiès FC qui a été battu donc tout à l'heure par Linguère FC pour le moment sont relégables. Jamono Fatick et Africa Promo Foot. Notez seulement ces deux dernières rencontres à Damanouche Kaba avant de basculer sur autre chose puisque pour la première journée, les matchs qui ont été reportés vont se jouer ce mercredi. D'abord au stade Amadou Barry, Djaraf qui va recevoir Mbour Petite Côte et au stade Ngalandou Diouf, Teungueth FC qui reçoit Casa Sport pour le choc des Verts.
Et on parle à présent de la candidature de Augustin Senghor à la tête de la Confédération africaine de football, la CAF. Il a d'ailleurs décliné sa feuille de route ce samedi à Praia, au Cap-Vert. Effectivement, c'est tout à fait cela. Le président de la Fédération sénégalaise donc, de football est candidat à la présidence de la Confédération africaine de football, à savoir CAF, Augustin Senghor, qui a procédé au lancement de son programme de campagne au Cap-Vert, Praia, pour être beaucoup plus précis. Le candidat sénégalais a profité de l'Assemblée générale de l'Union des fédérations ouest-africaines, à savoir UFOA, pour dévoiler ses projets sur le football africain. Et pour lui, notez que le visage de la CAF doit changer aux yeux du monde. Augustin Senghor est au micro de notre envoyé spécial Babacar Ndaw Faye. sama candidature bi jébbal askan bi jébbal ñëpp àdduna si yëpp sama programme nee leen CAF de bu ñu ma ko dënkee nii laa ko bëgg a yore. Mon programme a 4 axes: la bonne gouvernance administrative et exécutive, les compétitions de la CAF, comment les valoriser pour attirer les sponsors, renforcer le financement et l'aspect commercial de la Confédération africaine de football. Dans mon programme, je compte donner plus de visibilité au football africain, car les compétitions européennes sont plus suivies que celles africaines, et pour redresser la barre, il faut avoir de bonnes infrastructures sportives. Tey wax naa sama diggante ak FIFA ni ma ko gisee en tant que président CAF. Et notez que lors de cette assemblée générale, Antonio Soare, président de l'UFOA, a évoqué les candidatures multiples dans la même zone aux prochaines élections de la CAF, même s'il reste convaincu qu'un consensus serait plus pertinent et donnerait plus d'avantages de chance tout simplement à l'Afrique de l'Ouest, puisque depuis la création de la CAF, notez bien qu'aucun candidat de l'Afrique de l'Ouest n'a été élu à ce poste. Antonio Soare, président de l'UFOA, était aussi au micro de notre envoyé spécial Babacar Ndaw Faye. Vous m'avez déjà vu discuter avec les différents candidats pour que nous ayons une candidature unique, si possible. Parce que vous êtes mieux placé que moi que dans l'histoire de la Confédération africaine de football. C'est la première fois que notre jaune a la chance d'avoir un président de la CAF, comparativement aux autres jaunes qui en ont déjà exercé. La seule jaune qui n'a pas eu encore, à ma connaissance, depuis la création de la CAF, c'est la jaune ouest-africaine. Mais vous savez aussi, il y a un problème épineux qui se pose, qui est au-dessus et de vous et de nous, c'est les politiques. Parce qu'une fois que vous ne pouvez pas être candidat à la Confédération africaine de football sans consulter votre président de la République. Nos présidents de la République, on les consulte et qui donnent leur quitus, leur accord, avant qu'on ne présente la candidature. Et pour cela, c'est onéreux. Et place à l'actualité des Lions du Sénégal en Europe, particulièrement en France, avec les premiers pas de Crépin Diatta à l'AS Monaco. Effectivement, Crépin Diatta qui est donc apparu sous ses nouvelles couleurs monégasques, et pendant ce temps, Pape Ibnouba est décisif avec Niort. En France, toujours Pape Matar Sarr, noté qui s'impose petit à petit au sein du 11 messin, à savoir les FC Metz. Et notez aussi qu'en Angleterre, Liverpool a été éliminé de la FA Cup par Manchester United. Autrement dit, ça ne va pas du tout pour Sadio Mané et ses coéquipiers. Famara Diédhiou et Ismaïla Sarr marquent eux pour leur club, et Diao Baldé Keita, tout comme Alassane Ndao, ont été décisifs aussi ce week-end comme d'habitude. Le Tour d'Europe, c'est avec Cheikh Diop. Nous débutons en France pour parler des performances des joueurs sénégalais du week-end. L'actualité reste les premières minutes de Crépin Diatta sous la tunique monégasque. Transféré du club Bruges à l'AS Monaco dans la semaine, l'international sénégalais a participé à la victoire de son équipe sur Marseille, 3-1. Youssouf Sabaly et Bordeaux ont reçu et battu Angers de Sadetioub 2-1. Reims a également battu Brest 1-0, mais Boulaye Dia n'a pas réussi à marquer et stagne à 12 buts.
Metz a battu Nantes à Saint-Symphorien 2-0 avec la titularisation du jeune Papa Matar Sarr qui a d'ailleurs joué toute la rencontre. Dijon et Strasbourg se sont quittés 2-2. Habib Diallo était titulaire tandis que ses compatriotes Pape Cheikh Diop et Moussa Konaté sont entrés en cours de jeu en Ligue 2. Niort et Nancy ont partagé les points 2 buts partout avec un doublé de Pape Ibnouba côté niortais. En Angleterre se jouait pour l'essentiel le 4e tour de la FA Cup. Liverpool est sorti par Manchester United 3-2 et même l'entrée de Sadio Mané en seconde période n'a pu sauver les Reds. Bristol City est allé écraser Millwall 3-0 avec un but de Famara Diédhiou sur penalty. Mais en Championship, Ismaïla Sarr a marqué pour la victoire 2-1 de Watford sur la pelouse de Stoke City. En Italie, Keita Diaobalde a marqué son 2e but sous le maillot de la Sampdoria de Gênes. C'était lors de leur déplacement sur la pelouse de Parme. Khalid Koulibaly et Naples ont connu un week-end moins glorieux car battu par le Las Verona 3-1. Un tour en 2e division espagnole pour parler de Amat Ndiaye Diédhiou qui a marqué le premier but du Real Mallorca lors de son succès face au Rayo Vallecano 3-1. En Turquie, Fatih Karagümrük est allé battre Denizli Lispor 2-1. Alassane Dawa a donné la victoire aux siens et Pape Alioune Ndiaye était de la partie. En Belgique, 4 matchs, 4 victoires pour Standard de Liège depuis la venue de Mbaye Leye sur le banc. Ce week-end, son équipe s'est difficilement défait de Charleroi 3-2, mais avec aussi un doublé de Mamadou Fall côté visiteur en Grèce. Pour terminer, Olympiakos est allé battre Atromitos 1-0 avec Ousseynou Ba en défense centrale comme titulaire. Merci Charles Diop. Et côté mercato en Angleterre, Thomas Tuchel serait en route pour Chelsea pour remplacer justement Frank Lampard qui a été limogé. Effectivement, alors que la presse anglaise annonce tout simplement le limogeage imminent de Frank Lampard à Chelsea, le successeur de l'anglais aurait déjà été trouvé selon les informations de Sky Sport Allemagne. C'est bien Thomas Tuchel qui va prendre la suite sur le banc de touche, à savoir celle de Chelsea, 1 mois et 2 jours exactement après avoir quitté le Paris Saint-Germain. Le coach tout simplement de 47 ans est en passe de retrouver un banc de touche et pas n'importe laquelle. Certes, Chelsea n'est actuellement que 9e de Première Ligue, mais il dispose d'un des meilleurs effectifs d'Angleterre et pourrait faire les beaux jours tout simplement de ce club, à savoir celui de Abramovich. Adam Anushkaba, c'en est donc tout pour cette page des sports. Merci Pape Malik Diaw pour toutes ces informations. C'en est également tout pour cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Un merci également à toute l'équipe de la régie. On se retrouve demain encore à 19h45 pour l'édition du soir. Au revoir.